Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui ne sera pas une vidéo technique, qui sera une vidéo plutôt un peu philosophie et historique. Et donc l'autre jour je suis tombé sur Facebook, il y avait une discussion à propos, enfin il y avait quelqu'un qui avait publié une petite photo de Yann Kenney, là, de ses navigations, une photo ou une vidéo, et puis il y avait eu un commentaire qui avait été pas mal liké, et qui m'a quand même un petit peu sidéré, quoi. Donc grosso modo, ce commentaire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les navigations comme Yann Kenney, c'était pas normal, quoi, que Yann Kenney, il n'a pas d'AIS, il n'a pas de radar, il n'a pas ci, il n'a pas ça, donc qui met sa vie en danger, et qui met la vie des autres en danger. Et il y avait une comparaison un petit peu, je trouvais malheureuse, avec le contrôle technique, quoi. Donc expliquer que si vous avez une voiture, il faut que votre voiture passe le contrôle technique, etc. Et il faut que vous ayez le permis, et qu'ils ne voyaient pas pourquoi le monde de la plaisance ne serait pas non plus un monde où il y aurait certaines règles, quoi. Voilà. Et que donc l'argent n'était pas une excuse. Alors, si vous n'êtes pas capable d'entretenir votre voiture, c'est pas une excuse d'avoir pas d'argent. Donc ça devrait être pareil pour le monde de la plaisance. Si vous n'avez pas d'argent pour avoir un bateau suffisamment grand, suffisamment équipé, c'est pas une excuse, et donc là, vous ne devriez pas vraiment avoir le droit de naviguer. Voilà, j'extrapole un petit peu, c'était pas dit comme ça, mais voilà, ce qu'on peut extrapoler du message en le poussant un petit peu, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même un petit peu étonné, quoi. Donc je voudrais remettre ça. Alors mon but c'est pas de discuter de Yann Kenney dans cette vidéo, mais de revenir sur quelque chose de plus large, sur ce qui est possible et pas possible en mer, et aussi remettre ça dans un contexte historique. Donc dans un contexte historique, à l'origine, en fait, la plaisance, c'est quelques nantis qui possèdent des voiliers, et puis qui font des ronds autour de 3 bouées, pour régater. En France, ça se passe dans la baie de Seine, et personne à l'époque, au XIXe siècle, n'imagine que l'on peut faire des navigations avec un petit voilier, encore moins faire un tour du monde. Et là arrive quelqu'un comme Joshua Slocum. Donc c'est un Américain, et il était, c'était un ancien professionnel, il avait été capitaine sur les voiliers au cours du 19e siècle, sur les voiliers de commerce à voile. Et lui, avec le spray, un bateau de 11 mètres 20, il va faire un tour du monde. Donc il va écrire un livre après, seul au tour du monde sur un voilier de 11 mètres, et ce livre va vraiment être un best-seller, et il va faire que, à partir de là, je pense que c'est à partir de là que la plaisance, elle va vraiment basculer, elle va évoluer, et que suite à d'autres évolutions, comme par exemple le fait qu'on va faire des bateaux en polyester qui sont pas chers, mais disons que le départ, c'est bien ce gars-là qui va faire évoluer qui va donner une impulsion, qui va faire évoluer la plaisance, et on va aller vers de la plaisance de masse, et on va aller surtout vers le possible. Il a montré le possible, c'est-à-dire le possible, c'était qu'on pouvait faire des tours du monde, qu'on peut aller naviguer dans des coins un peu extraordinaires, etc. Donc lui, à l'époque, il va briser, sur ce premier tour du monde, c'est vraiment un exploit, parce qu'il va briser 3 tabous importants de l'époque. Premièrement, qu'on puisse faire un tour du monde sur un bateau de 11 mètres 20. À l'époque, on ne faisait même pas une traversée de l'Atlantique, ou même pas la traversée de la Manche, avec un bateau de cette taille-là, quoi. Il va montrer en plus qu'on peut le faire en solitaire, et en plus il va au cours de cette traversée aller naviguer dans le détroit de Magellan, qui était considéré à l'époque comme même extrêmement dangereux pour les bateaux de commerce. C'est pour ça qu'on avait fait Panama. Donc faut quand même remettre ça dans le contexte. On est en 1800, donc il fait son tour du monde en 1800. De 1895 à 1898, c'est encore très présent dans les mémoires, tous les accidents qu'il y avait du côté du Cap Horn avec les grands voiliers, quoi. Et donc lui, il va là-bas en solitaire sur un petit bateau, quoi. Pour vous donner une idée, à l'époque, la plaisance, quand vous vouliez faire des traversées, etc., qu'est-ce que vous faisiez? Vous prenez l'exemple de Louis Stevenson. Louis Stevenson, c'est celui qui écrit l'île au trésor. Il avait envie de naviguer dans le Pacifique, il avait acheté un bateau de 30 mètres, une goélette de 30 mètres qui s'appelait Casco, je crois, et avec laquelle il avait mis un équipage professionnel, et avec laquelle il a été naviguer dans le Pacifique. Jack London, c'est exactement la même chose. Le bateau est peut-être un peu moins grand, etc. Mais voilà, c'était des bateaux de ce genre de taille avec des équipages professionnels. Vous montrez quand même que là, Joshua Slocum, tout d'un coup, c'est vraiment extraordinaire.
À partir de là, il va faire des émules. Donc là, je vais vous mettre une petite liste sur Internet que j'ai pompée sur Internet. Je vous mettrai le site sur lequel je l'ai pompé, puis vous irez la regarder. Donc vous voyez ici Joshua Slocum. Alors le bateau, il n'est pas en acier, hein, le bateau, il est en bois. Et après, il y a Harry Pigeon qui va faire, lui, il va faire 2 tours du monde en solitaire. Puis après, il y a Alain Gerbaud, tout ça, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, on attaque, c'est après la Seconde Guerre mondiale, Louis Bernigaud. Et il y a Vito Dumas. Alors Vito Dumas, lui, sur un bateau de 9 mètres 55, lui, il va faire un tour du monde dans les mers du Sud. C'est-à-dire que c'était un Argentin, il part du Rio de la Plata, il passe au sud de l'Afrique du Sud, au sud du Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Australie, au sud de la Nouvelle-Zélande, puis au sud du Cap Horn, et il revient sur le Rio de la Plata. C'est le premier à faire un tour du monde dans les mers du Sud, et il le fait sur un bateau de 9 mètres 50. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, là vous verrez, hein, vous regarderez la liste, vous allez voir que à cette époque, les gens qui font des tours du monde, en règle générale, les bateaux font aux alentours de 10 mètres. Il y en a même pas mal qui font avec des bateaux de 9 mètres et quelques. Et puis 11-12 mètres, quoi. Voilà, quoi. On n'est pas plus haut, quoi. Il y a même en Grande-Bretagne, John Guswell qui va le faire sur un bateau de 6 mètres 25. Voilà, et puis après, là on attaque probablement des gens que tout le monde un peu plus connaît encore maintenant. Voilà, il y a Pierre, là, le français, lui, il fait sur un bateau de 7 mètres 95. Et puis après, Moitessier, tout ça, voilà, quoi. Le premier à faire un bateau, quoi, avec un bateau quand même assez grand, c'est Francis Chichester avec un bateau de 16 mètres 15. Bon, voilà. Donc, pour en revenir à ces navigateurs solitaires, c'est eux qui ont fait évoluer les mentalités et aussi le matériel. Donc, les mentalités, c'est pour montrer les possibles, en ayant brisé les tabous, mais aussi le matériel. Parce que s'il va y avoir tant de recherches sur les régulateurs d'allure, c'est parce qu'il y a des demandes de ces navigateurs solitaires. D'ailleurs, par exemple, moi, mon régulateur d'allure, il a été mis au point par un Canadien, parce qu'il naviguait en solitaire et qu'il avait besoin de ça. Donc, vous voyez, cette navigation en solitaire, elles vont avoir plein d'impacts. Elles vont avoir des impacts sur, naturellement, en montrant ce qui est possible, mais aussi en faisant évoluer le matériel. Et par leurs livres, ils vont avoir un double impact, c'est que par leurs livres, ils vont donner envie à tout un chacun de faire de la voile. Et de ce point de vue-là, ils vont vraiment être précurseurs, et en plus, on est tous leur enfant spirituel, quoi. Je dirais même que l'humanité, le mot qui caractérise l'humanité, c'est oser. L'humanité, elle ne fait que oser au cours de son histoire. Elle a osé sortir de l'Afrique, elle a osé utiliser de nouvelles techniques, elle a osé partir sur les océans, elle a osé naviguer, etc. Si vous prenez quelqu'un comme Magellan, donc le premier à faire une expédition autour du monde, je veux dire, personne, s'il avait écouté les rabat-joie qui lui disaient « vous mettez votre vie et la vie des autres en danger », ben, il ne l'aurait pas fait. Et à l'époque, tout le monde pensait qu'il n'y arriverait pas, quoi. Voilà. Seule une poignée, on pensait que c'était possible, et encore c'était l'argent qui les motivait, hein, c'était le pouvoir gagner de l'argent. Donc moi, plutôt que de parier, de vouloir faire des règles, de vouloir dire que le monde de la voile, ça devrait être comme le monde de l'automobile, qu'il devrait y avoir des règles, etc. Moi, je préfère parier sur l'intelligence humaine, et de me dire que des gens comme Yann Kenney, comme Joshua Slocum, comme Bardiot, comme Moitessier, tout ça, eh ben, ils savent, ils réfléchissent, ils ont un minimum d'esprit marin, et que ce qui compte encore pour réussir quelque chose en mer, c'est plus l'esprit marin plutôt que du matériel, plutôt qu'un radar, plutôt que ci et plutôt que ça, quoi. Même si, naturellement, le radar, l'AIS, tout ça, sont des aides à la navigation qui sont précieuses et qu'elles augmentent la sécurité. Mais ce qui est le plus important, ce que démontrent ces navigateurs solitaires, ce qui est le plus important, c'est que c'est quand même qu'il faut avoir l'esprit marin. Il vaut mieux avoir de l'expérience, des compétences, une bonne dose d'intelligence et un esprit marin, plutôt que de compter sur un radar, etc. Interdire aussi, c'est stopper les possibles, comme je disais, mais c'est aussi stopper le rêve. Interdire, c'est carrément se couper de nos racines. Nos racines, c'est ces navigateurs, c'est eux qui ont innové, c'est eux qui ont montré ce qui était possible.
Chaque personne qui navigue aujourd'hui, même en équipage, je vous le disais, est le fils spirituel de ces navigateurs solitaires. Il ne faut pas que la plaisance, pour moi, il ne faut pas que la plaisance, ça devienne une histoire de gens qui naviguent un peu sur des gros bateaux, hyper équipés, avec des lois qui exigeraient que vous ayez un radar, etc. etc. Voilà. Alors la course, est-ce que la course a été aussi précurseur que les navigateurs solitaires? Bon, la course, elle a quand même compté, hein. Il y a eu des moments où la course a été extrêmement populaire, hein, au moment de Tabarly et tout ça. Mais globalement, c'est quand même les navigateurs solitaires qui ont été les premiers précurseurs. Quand, par exemple, on fait la première transat anglaise, elle se crée parce que ceux qui la créent, ils savent que c'est possible de traverser l'Atlantique, puisqu'il y a déjà eu des gens qui ont fait le tour du monde en solitaire. La seule nouveauté de la course, c'est en fait de dire qu'on va le faire sous forme de compétition. Mais on sait que c'était possible. Voilà. Et d'ailleurs, pour signaler l'impact quand même de ces navigateurs solitaires sur le monde de la plaisance et son évolution, c'est que quelqu'un comme moi, j'ai lu à peu près tous leurs livres, là, de navigateurs que j'ai cités. J'aurais beaucoup de mal à vous citer un livre qui m'a marqué et qui raconte l'expédition d'un équipage. Pourtant, j'en ai déjà lu, hein, des intéressants, mais vous voyez, ça ne m'a pas très marqué. Après, il y a un petit peu plus en cours, celui 33 Export, des choses comme ça, où il y avait eu des livres décrits dessus, mais voilà, globalement, c'est bel et bien les navigateurs solitaires qui restent dans notre imaginaire. Alors, il y a déjà aussi, comme restriction de liberté, depuis un moment, les assurances, hein, qui maintenant exigent de plus en plus des équipages compétents, etc. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de rabat-joie qui, en plus, exigerait des règles, un contrôle technique sur les bateaux, etc. Voilà, ne nous tirons pas une balle dans le pied. Voilà. Alors, après, pour finir, la navigation solitaire qui serait interdite. Bon, bah, ça, c'est une grosse galéjade, hein, si je puis dire. Donc, c'est vrai qu'il existe une convention internationale signée par tous les pays pour prévenir les abordages en mer, et qui, dans un article, dit que tout bateau qui navigue en pleine mer doit exécuter une veille active. Voilà. Et donc, il y a certaines personnes qui tirent de cet article le fait, puisqu'en solitaire, vous ne pourrez pas faire une veille active 24 heures sur 24, donc c'est interdit. Non. Dans le domaine juridique, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Il ne suffit pas de tirer ses conclusions soi-même d'un texte d'une convention internationale. Donc la loi, elle est faite par des législateurs, quoi. Et à ce que je sache, actuellement, il n'y a aucun pays où les législateurs ont dit, puisqu'on a signé cette convention internationale, on va interdire la navigation solitaire. Il n'y a non plus aucun tribunal qui a fait une jurisprudence en condamnant un navigateur solitaire pour mise en danger de sa vie et de celle des autres, en s'appuyant sur cette convention internationale. Donc tant qu'il n'y a pas de jurisprudence et tant qu'il n'y a pas de loi qui interdit la navigation solitaire, la navigation solitaire n'est pas interdite, quoi. Voilà. Donc je suis un petit peu dommage de répandre ce genre d'idées fausses, quoi. Voilà. Et d'ailleurs heureusement, hein, puisque moi là je reviens encore d'une navigation solitaire autour de l'Atlantique, voilà, j'ai encore été très bien accueilli et partout on m'a donné de l'aide plutôt que de m'interdire quelque chose, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc be safe, ayez de belles navigations, continuez à rêver, continuez à faire des trucs un petit peu foufou. Voilà, l'humanité a besoin de vous. Voilà, be safe, au revoir.